Comment investir dans l'immobilier pour les débutants? C'est parti! Avant toute chose, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comme ça va nous aider à faire en sorte que la vidéo soit mise en avant et que plus d'investisseurs débutants la voient. Comme ça, tu permets à un maximum de monde de pouvoir démarrer dans l'immobilier. En tout cas, voilà, mets un petit like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et je te dis à tout de suite pour commencer sur cette vidéo et pour apprendre énormément de tips et de conseils pour te lancer dans l'investissement immobilier. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 4 étapes pour investir dans l'immobilier, surtout si tu es débutant. Donc si tu n'as pas de connaissances, que tu ne connais rien en immobilier, cette vidéo est faite pour toi. Dès que tu auras connaissance de ces 4 étapes, il suffit de les suivre, de les revoir si besoin et tu verras, il ne te manquera rien pour commencer à investir sereinement dans l'immobilier. Donc on va passer tout de suite aux objections qu'on entend le plus souvent dans l'immobilier parce que tu vas voir, quand tu te lances, en général, quand tu dis aux autres que tu vas investir dans l'immobilier, que tu veux te lancer, etc., et bien souvent, tu en as certains qui vont te sortir toujours la même chose. Les locataires ne payent pas, c'est pas fait pour toi, etc. Donc aujourd'hui, on va casser tous les mythes de l'immobilier. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir déjà mettre tout ça de côté. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, la première objection qu'on entend très souvent dans l'immobilier, c'est la peur du crédit immobilier. Alors, on se dit à chaque fois, oui, mais attention, si jamais tu t'endettes pas trop, fais attention à pas trop t'endetter, etc. Donc ça, souvent, on l'entend souvent de nos parents. Moi, d'ailleurs, c'était mon cas quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Ou alors, c'est des gens, voilà, la machine à café ou quand tu es avec tes collègues, ils vont te dire oui, mais t'endettes pas trop, fais attention, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'on va te dire dans l'immobilier. Alors, sache que c'est une sorte de mythe qui est complètement faux. En fait, quand tu t'endettes, en quelque sorte, tu vas sécuriser ton patrimoine, tu vas sécuriser tes proches et ton avenir. Alors, je vais t'expliquer rapidement pourquoi. En fait, quand tu contractes un prêt immobilier auprès de la banque, en fait, elle va venir externaliser son risque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, toi, tu vas emprunter de l'argent à la banque et la banque, elle, en fait, va sécuriser son argent, donc son investissement, entre guillemets, parce que c'est, en fait, en quelque sorte, son bien immobilier tant que tu ne l'as pas remboursé. Et en fait, cet argent-là, eh ben, il va être sécurisé par une société que l'on appelle la société de cautionnement. Et cette société-là, en fait, elle vient tout simplement rembourser le prêt si jamais il t'arrive quelque chose. Donc après, ça dépend des assurances. Mais en gros, en général, si jamais il t'arrive malheur, par exemple, tu décèdes, ton crédit ne devra pas être remboursé par tes proches ou ta famille. C'est cette société-là qui va en fait solder ton prêt complètement. Donc en gros, ton bien sera complètement payé et il sera légué du coup à ton héritier, ton héritière, tes descendants, tes ascendants en fonction de si tu es marié, si tu as des enfants, etc. Donc bref, en gros, le mythe de se dire que je ne m'endette pas trop parce que c'est dangereux, et ça c'est complètement faux. Au contraire, tu te sécurises ton patrimoine, tu sécurises tes proches, tu sécurises tout le monde et tu mets personne en danger. Donc ça, première chose à savoir. Après là, je rentre pas dans le détail, mais en gros, la société de cautionnement, c'est pas la seule manière de sécuriser son investissement immobilier. Les banques, elles ont plusieurs choses, mais en général, c'est ce qu'elles vont choisir parce que c'est le plus simple. Au moins, ça leur permet d'externaliser leurs risques et du coup de pouvoir s'assurer que tu pourras toujours rembourser ton prêt et si jamais il t'arrive malheur, on pourra toujours se rembourser. Deuxième objection que l'on entend tout le temps, et celle-là, c'est sûr et certain que tu l'as entendu, c'est attention, si tu te lances dans l'immobilier, tes locataires vont pas te payer, ils vont tout détruire dans ton bien immobilier. Alors, ça, c'est aussi très très rare. Si tu regardes les chiffres, je te les mettrai à l'écran. En France, on est à 2% d'impayés. Donc 2% d'impayés, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est rien du tout, c'est que dalle. Donc en fait, si toi, tu fais partie du haut du panier en termes de biens, que tu as bien rénové ton bien, tu l'as bien optimisé et que tu as fait les choses bien, que tu choisis le bon locataire, il n'y a aucune raison que tu aies des impayés, même dans des quartiers populaires. Parce qu'après, tu verras, tu peux même avoir la CAF qui paye une grosse partie du loyer. Enfin bref, avoir des impayés, ça arrive, c'est un risque de l'immobilier, mais je peux t'assurer que ça n'arrive pas tous les jours et que même si ça arrive, il y a énormément de moyens de s'en protéger. Et d'ailleurs, je t'en parlerai dans l'étape quand on va mettre en location de biens, etc. Donc, on va en parler juste après. Mais sache une chose, c'est que les loyers impayés, c'est un faux problème. Et il n'y en a que 2% en France. Donc déjà, ça, tu le rayes, tu l'oublies et tu te dis que ce n'est pas un problème. Troisième objection que l'on entend souvent, c'est j'ai pas envie de faire de travaux, j'ai pas envie de m'embêter à aller faire une rénovation, etc. Alors ça, sache que c'est très facilement, on peut très facilement le déléguer en fait à quelqu'un d'autre ou on peut optimiser très facilement des biens. Il suffit en fait d'avoir la connaissance et l'expérience pour repérer comment organiser un appartement, comment l'aménager, comment bien l'ameubler, etc. En plus, il existe plein de professionnels dans le domaine. Donc oui, ça coûte un petit peu d'argent, mais ensuite, on peut l'intégrer dans le crédit, etc. Donc ça aussi, c'est pas un problème. Tu n'es pas obligé de t'y connaître en travaux. Ça, c'est une fausse excuse pour ne pas investir dans l'immobilier.
parce que s'y connaître en travaux, oui, ça peut servir, mais ça vient avec l'expérience. Mais dans un premier temps, tu peux tout simplement bien t'entourer d'artisans, de maîtres d'œuvre, de professionnels, des architectes, etc. Et ces personnes-là peuvent t'orienter dans la bonne direction pour t'aider à aménager ton logement, l'optimiser. Donc, la peur des travaux, oui, ça arrive souvent quand on se lance dans l'immobilier, mais au contraire, les travaux, c'est ce qu'on va aller chercher en tant qu'investisseur. Donc ça, il faut absolument que tu te le mettes en tête quand tu vois un appartement ou quelque chose à rénover. C'est très bon signe parce que tu vas pouvoir l'optimiser, donc mieux le louer et surtout faire une meilleure affaire. Donc la peur des travaux, on oublie, c'est justement ce qu'on va aller chercher en tant qu'investisseur immobilier. Quatrième objection que tu dois oublier dès maintenant, c'est le fait de penser que l'immobilier n'est pas fait pour toi. Alors sache que l'immobilier, c'est accessible à tous. En fait, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier parce que tu vas pouvoir emprunter de l'argent à la banque. Et donc, ça, c'est accessible du moment que tu as des revenus. Donc, par exemple, un salaire. Même si tu as un salaire, on va dire, très bas, comme 1200, 1500 euros, c'est largement possible d'investir en immobilier. Après, il suffit d'avoir les bonnes méthodes. D'ailleurs, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, sois attentif à tout ce que je vais te donner comme conseil là-dessus, parce que tu verras, ça va te permettre d'améliorer ta situation financière, donc en tant qu'investisseur, à mieux préparer du coup ton parcours immobilier, et derrière, du coup, on va maximiser nos chances d'avoir notre financement bancaire. Donc tu verras en fait le fait qu'on dit souvent c'est réservé aux riches ou c'est pas fait pour moi, etc. Ça aussi c'est complètement faux, c'est accessible à tout le monde et au contraire c'est l'un des meilleurs piliers d'enrichissement qu'il existe parce que tu peux très facilement emprunter de l'argent à la banque parce que l'immobilier, aujourd'hui quasiment tout le monde a ce projet de vie d'acheter de l'immobilier, donc que ce soit une résidence principale, donc on va dire une maison ou un appartement dans lequel tu vas vivre toute l'année. Et ensuite, tu as beaucoup de personnes aussi qui font du locatif, donc tout simplement, c'est accessible à tout le monde. Donc ça, tu te l'enlèves également de la tête. Même si tu gagnes 1200 euros par mois, tu peux faire de l'investissement immobilier. Donc ce sera peut-être plus compliqué pour toi, mais c'est fait pour tout le monde. Donc ça, déjà, tu l'enlèves de ta tête, le fait de te dire que c'est pas fait pour toi, etc. Donc ça, très important. Donc maintenant qu'on a fait le tour de toutes les objections que l'on entend tout le temps dans l'immobilier, donc j'espère que déjà tu les as toutes mises de côté parce que là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc première étape, on va se demander pourquoi il est intéressant de faire de l'immobilier. Alors l'immobilier en général, oui, alors des fois on se dit est-ce que je vais acheter ma résidence principale, donc la maison ou l'appartement dans lequel je vais vivre toute l'année, ou est-ce que je me lance d'abord dans l'investissement locatif? Alors avant de parler de ça, pourquoi faire de l'immobilier? En fait l'immobilier c'est l'un des piliers d'enrichissement les plus importants en fait qu'il existe avec le business en ligne, avec l'entrepreneuriat, etc. Mais avec l'immobilier, ce qui est très très fort, c'est que tu peux faire de l'effet de levier. Alors l'effet de levier, t'imagines en fait tout simplement un levier qui te permet de soulever des sommes colossales avec pas grand chose. Et l'immobilier, ça te permet de faire ça en fait tout simplement. Avec un revenu, on va dire, qui est plus ou moins important, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, 1200, 1500 euros, on peut aller soulever des sommes comme 100 000 euros, 200 000 euros à la banque assez facilement grâce à l'effet de levier parce que la banque va prendre en considération tes revenus, ta situation et elle va t'emprunter de l'argent pour ensuite l'investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est très très puissant parce que ça, tu peux le faire avec aucune autre chose. Tu peux pas le faire en bourse, tu peux pas le faire en crypto-monnaie et tu peux le faire un petit peu en entrepreneuriat si tu lances ta boîte et que tu as des investissements à faire, mais tu peux pas lever autant d'argent que du coup dans le domaine de l'immobilier. Donc ça, très important à savoir, c'est que l'immobilier, c'est en fait tout simplement un domaine qui te permet de très rapidement augmenter ton patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on va aller commencer à faire de l'immobilier. Si jamais tu débutes complètement dans l'investissement, ça peut te permettre de mettre un pied à l'étrier dans l'investissement et on va voir que c'est accessible à tous. Donc c'est parti, on va passer à la première étape. Alors la première étape quand tu veux investir dans l'immobilier, c'est déjà se préparer à investir dans l'immobilier. Alors pourquoi je te dis ça? C'est parce que très souvent, on se dit investir dans l'immobilier, il suffit d'aller voir la banque, demander combien je peux emprunter et ensuite je vais chercher mon bien et je vais investir. Alors c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Au contraire, il faut d'abord que ce soit toi qui te prépares en amont. Le banquier, il n'est pas là pour te dire combien tu peux emprunter, c'est toi qui dois le savoir, c'est toi qui dois faire tes propres en fait, calculs pour savoir combien tu peux emprunter, quel projet tu vas faire, combien ça va te rapporter, etc. Donc ça, tu dois le préparer en amont et également tu dois préparer ta situation bancaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça rapidement. En gros, préparer sa situation bancaire, c'est très simple. La banque, quand tu vas vouloir emprunter de l'argent, elle va tout simplement regarder en fait l'état de tes comptes, l'état de tes finances, comment tu te comportes vis-à-vis de ton mode de vie, etc. Donc en gros, elle va regarder si tu dépenses trop, si tu es à découvert, elle va regarder également tes habitudes de vie, si tu dépenses beaucoup le week-end, si tu sors en boîte, si tu fais des jeux d'argent, des paris sportifs, tout ça.
Elle va le regarder, elle va regarder également si tu es endetté, donc elle va regarder si tu as des crédits conso, si tu as d'autres crédits en cours. Donc elle va faire une synthèse de tout ça et elle va te donner une note, et cette note, on l'appelle le scoring bancaire. Donc le scoring bancaire, en fait, tout simplement, la banque, elle va avoir plusieurs critères sur lesquels elle va t'évaluer, et en fonction du résultat de ces critères-là, eh ben, elle va déclarer si tu es solvable ou non solvable. Donc solvable, très bien, tu peux emprunter, tu peux aller lever de l'argent auprès de la banque. Non solvable, eh ben, tu vas avoir un refus de prêt, tout simplement. Donc en gros, première étape, je prépare ma situation. Je vais te montrer un petit peu rapidement comment faire. En gros, quand tu veux démarrer dans l'immobilier, première chose à faire, déjà assainis tes comptes. Donc au moins 3 mois avant, parce qu'en fait la banque, elle va tout simplement regarder une antériorité de 3 mois. Donc elle va te demander tes 3 derniers bulletins de salaire, elle va te demander tes 3 derniers relevés de compte, et après plein d'autres documents comme l'avis d'impôt, etc. Donc si tu montres patte blanche les 3 derniers mois au minimum avant de demander un crédit immobilier, déjà c'est très bien. Donc déjà, tu vois, première chose à faire, c'est que 3 mois avant, eh ben, tu assainis tes comptes un maximum possible. Tu réduis les dépenses, tu mets l'argent de côté, tu fais, d'ailleurs, petit tips, tu peux mettre un virement automatique de ton compte principal à ton compte épargne en automatique directement. Comme ça permet à la banque de voir que tu es un profil sécuritaire, que tu es un épargnant, et ça, la banque adore ça. Après, si tu es, on va dire que tu as déjà de l'argent de côté, c'est le top, parce qu'elle aime bien quand il y a du cash de disponible sur tes comptes. Et ensuite, tu assainis également tes dépenses. Donc, évite les grosses dépenses, évite les crédits à la consommation, évite les achats compulsifs également. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est, outre mettre de l'argent de côté, c'est toujours faire attention à ce qui rentre et ce qui sort de ton compte en banque. Comme si tu étais un professionnel, comme si tu étais une entreprise. Traque tous tes virements, tout ce que tu dépenses et réduis un maximum toutes les dépenses qui sortent de ton compte. Comme ça va te permettre en fait de montrer patte blanche à la banque, d'avoir un profil qui est, on va dire, nickel pour investir. Et ensuite, déjà, elle aura plus confiance en toi. Après, petit tips également, si jamais tu vas dans ta propre banque, donc ta banque qu'on appelle historique, celle qui te connaît depuis plusieurs années, enfin ça dépend le nombre d'années où tu es dans ta banque, mais en gros, ta banque historique, bah, elle va le savoir. Si jamais tu as été à découvert souvent, que tu as eu un problème, un antécédent, que tu dépenses énormément d'argent, que tu as fait du pari sportif, etc., là, elle peut déjà te mettre dans la zone non solvable et elle ne va pas donner suite. Donc là, si tu es dans cette situation-là, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller démarcher d'autres banques pour aller faire ton premier investissement immobilier. Sinon, ça risque d'être compliqué de le faire dans ta banque actuelle. Autre chose très important, bannis tout ce qui est jeu d'argent, paris sportifs, etc. Parce que ça, c'est la banque, en fait, elle va te catégoriser directement en profil risqué. Et ça, la banque, elle déteste. Donc, surtout, pense à mettre tout ça de côté si jamais tu en fais et au moins à ne pas en faire pendant 3 mois si tu vas démarcher d'autres banques. Si c'est ta banque historique, malheureusement, j'ai envie de te dire, elle va le savoir. Donc, préfère peut-être aller voir peut-être d'autres banques, parce que comme ça, au moins, tu es sûr d'avoir un profil qui est propre, entre guillemets, que tu auras fait 3 mois qui sont nickel. Et là, tu vas pouvoir aller voir une autre banque et elle va pouvoir t'accorder le crédit immobilier sans prendre en compte le fait que tu faisais des paris sportifs, etc. Autre chose très importante, toujours dans la préparation. Donc là, on a préparé, on va dire, ton profil investisseur, tes finances. Maintenant, on va préparer tout ce qui est l'investissement immobilier en soi. Donc l'investissement immobilier, tout simplement, quand tu vas voir ta banque, il faut déjà que tu aies un projet immobilier parce qu'en fait, il ne faut surtout pas faire, donc ça c'est l'erreur de beaucoup de débutants, c'est d'aller voir la banque sans aucun projet. En fait, tout simplement, aller voir le banquier, lui demander bonjour monsieur le banquier, combien vous pouvez m'emprunter pour acheter de l'immobilier. Alors là, sache que c'est vraiment pas la chose à faire parce qu'en général, il va déjà, des fois, il va t'indiquer moins que ce que tu peux réellement emprunter. Et en plus, si tu ne viens pas avec un projet, lui, il n'a aucun intérêt à te financer de l'immobilier. En fait, une chose à savoir, c'est que la banque gagne très très peu d'argent sur l'immobilier. En fait, les crédits immobiliers, ça lui rapporte quasiment rien, surtout les taux actuels, même s'ils ont augmenté un petit peu, ils sont toujours très faibles. Donc en fait, la banque, elle se rémunère très très peu. En fait, la banque, le crédit immobilier, ça lui sert simplement à attirer des nouveaux profils dans sa banque, donc à t'avoir comme client. Et après, elle va se rémunérer sur des produits bancaires, sur ta carte bleue, sur les produits d'assurance. Par exemple, maintenant, les assurances, les banques font énormément d'assurances. Ça, c'est ça qui leur rapporte de l'argent aujourd'hui. Et donc, elles veulent absolument drainer un maximum de clients. Et comment elles les drainent? Elles les attirent grâce au crédit immobilier. Donc ça, c'est pour ça que c'est important que tu te focalises pas que sur une seule banque, surtout pas sur que ta banque historique. Focalise-toi sur énormément de banques, surtout si tu débutes dans l'immobilier, ça c'est le top, parce que du coup, tu es en quelque sorte un prospect pour toutes les banques. Et là, moi, je te conseille d'aller faire un maximum de banques. Tu en fais 10, 20, limite, tu vas voir toutes les banques. Et ensuite, tu vas présenter ton projet. Donc, je te disais, il faut absolument que ton projet soit prêt avant d'aller voir les banques.
Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un minimum de connaissances, c'est pour ça qu'on va l'apprendre ici dans cette vidéo. Donc dès que tu as trouvé ton projet, tu vas signer après un compromis de vente, donc c'est ce qui va te lier entre l'acheteur et toi-même, donc toi l'acheteur avec le vendeur du bien. Et donc une fois que tu es lié avec ce vendeur-là, eh ben, tu vas signer le contrat compromis, et c'est ce compromis-là qu'on va donner au banquier pour lui montrer que voilà, on est engagé dans un projet, aujourd'hui je veux financer ce bien-là. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas aller voir le banquier au début, il faut aller voir le banquier quand tu as ton projet qui est prêt et que tu connais tes chiffres, tu sais ce que tu vas faire, etc. Donc c'est pour ça que la notion de préparation, elle passe d'abord dans ton profil bancaire et dans ta situation personnelle, mais elle passe aussi sur ton investissement immobilier. Donc première chose à faire quand tu veux préparer ton investissement immobilier, c'est déjà connaître ta stratégie. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux acheter un immeuble de rapport, un appartement, un local commercial, un garage, bref, il existe énormément de biens immobiliers différents. Et du coup, il va falloir déjà t'orienter sur un type de bien, celui qui t'intéresse le plus, celui qui te fait moins peur, sur celui également sur lequel tu te sens le plus à l'aise. Et bien sûr, après, ça dépend des montants que tu veux et que tu peux emprunter auprès de la banque, ça va déterminer plus ou moins sur le type de bien sur lequel tu vas pouvoir t'orienter. Une fois que tu as préparé ça, il va falloir du coup déterminer ton secteur. Donc ça, on va le voir dans une autre étape. Mais l'idée, c'est que tu prépares tout en amont, donc ton dossier bancaire bien ficelé avec ta situation personnelle, combien tu gagnes, combien va te rapporter le bien, avec tous les chiffres. Parce que du coup, quand tu vas aller faire tes dossiers bancaires, quand tu vas aller faire les banques pour trouver un financement, il va falloir avoir un dossier qui soit béton. Et donc un dossier béton, c'est un dossier que tu connais, que tu as préparé à l'avance. Donc surtout, préparer un maximum ton dossier bancaire avec toutes les pièces justificatives que va demander le banquier. D'ailleurs, voilà, je vais t'en citer quelques-unes. Tu as par exemple l'avis d'impôt, les bulletins de salaire, les relevés de compte. Tu as également le contrat de travail si ça arrive, les crédits en cours avec les tableaux d'amortissement, etc. Donc en fait, la banque, elle va te demander un tas de documents que tu vas devoir fournir et surtout, il va falloir lui fournir en amont. Ça, c'est aussi un petit tip que je peux te donner. En gros, si tu fournis un dossier bancaire qui est complet dès le début quand tu vas voir le banquier, lui, il sera ravi parce que comme je te l'ai dit déjà, le banquier, lui, c'est hyper chronophage de faire un dossier bancaire pour l'immobilier. Ça lui prend du temps et en plus, ça ne rapporte pas d'argent à la banque. Donc lui, il n'a aucun intérêt à donner corps et âme à ton projet. C'est à toi de lui apporter sur un plateau d'argent tout ce qu'il demande directement. Parce que comme ça, lui, il va gagner un temps fou et ça, il va apprécier. Et donc, il va aller défendre ton projet auprès des commissions, auprès de ses directeurs pour pouvoir faire passer le financement. Donc toujours dans l'étape de préparation, il y a également tout l'aspect apprentissage. En fait, quand tu te lances dans l'immobilier, il y a aussi des chiffres et des calculs à connaître pour préparer ta situation et préparer ton investissement immobilier. Alors, on va voir un petit peu comment trouver un bien rentable, par exemple, comment l'optimiser, etc. Mais il faut savoir qu'en amont, tu dois connaître déjà les calculs qu'il faut faire. Donc, je vais t'afficher du coup dans cette vidéo les principaux calculs à connaître. Donc là, tu vas voir sur le document, il y a tout ce qui concerne le calcul de rentabilité d'un bien. Donc là, je t'ai mis par exemple le principal à connaître, c'est le calcul d'une rentabilité brute. Donc ça permet de voir un petit peu la rentabilité d'un bien à l'année. Et ensuite, tu as également un autre calcul qui est ultra important, c'est le calcul du taux d'endettement. Alors le taux d'endettement, c'est sur ce quoi la banque va se référer pour voir si tu es solvable ou pas. Parce que si tu es surendetté, malheureusement, la banque ne va pas te prêter. Donc aujourd'hui, le taux d'endettement, il est fixé à 35%. Donc 35% de tes mensualités, tout ce qui est mensualité de crédit, en fait, elle va rentrer en compte dans ce calcul de taux d'endettement. Et du coup, ça va déterminer ce que la banque peut t'emprunter au maximum sur de l'immobilier ou sur autre chose. Donc c'est pour ça qu'il est très important de minimiser un maximum tout ce qui est crédit à la consommation parce que ça va venir en fait endiguer tout simplement ton taux d'endettement. Donc voilà, fais tes calculs, vois un petit peu où tu en es à ton niveau, au niveau de l'endettement. Et si jamais tu peux solder certains crédits conso que tu as en cours, c'est le top parce que du coup, ça va te permettre de réduire ton endettement. Et du coup, même si tu as moins d'argent de côté, ça va te permettre d'avoir l'accès au crédit immobilier qui sera beaucoup plus facilité. Alors cette étape-là, elle est très importante, mais ne reste pas bloqué à cette étape parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers débutants qui restent bloqués en fait au niveau des chiffres, au niveau de leur situation personnelle. Au bout d'un moment, il va falloir se lancer. L'immobilier, c'est un métier entre guillemets de terrain, donc il va falloir aller sur le terrain, il va falloir que tu te déplaces, que tu ailles visiter des biens et que tu passes à l'action. Parce que malheureusement, si tu restes dans tes chiffres, que tu restes dans tes calculs, tu vas rester bloqué, tu vas jamais passer à l'action. Donc, l'erreur que fait le débutant en général dans l'immobilier, donc ne la fais pas s'il te plaît, c'est en fait de te disperser déjà dans un premier temps, donc te disperser en termes de type de bien. Donc, tu as vu, tu peux acheter des immeubles, des appartements, des locaux commerciaux et des garages. Choisis un type d'investissement. Ne va pas te disperser en regardant toutes les annonces sur le bon coin et ne va pas visiter n'importe quoi. En fait, il faut déjà que tu te définisses une stratégie. Il faut que tu saches où est-ce que tu vas,
parce que du coup, tu vas moins te disperser et tu vas aller droit au but pour pouvoir faire ton investissement. Et ensuite, grosse erreur du débutant, c'est toujours être trop dans les chiffres. Trop être dans les calculs de rentabilité, trop être dans les calculs de taux d'endettement. Ah ouais, mais ça va pas passer. Ah, mais je peux pas emprunter autant, etc. Non, il faut aller sur le terrain, il faut aller étudier le terrain, il faut aller rencontrer des banquiers, voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est là que tu vas faire ton expérience et c'est là que ça va se passer. Donc, absolument, évite cette erreur, va sur le terrain, évite de rester trop dans les chiffres et prépare-toi suffisamment, mais sans trop en faire. Passe à l'action le plus rapidement possible. On va passer maintenant à la deuxième étape de comment investir dans l'immobilier quand on débute. Donc, première étape, tu as vu, on se prépare à l'investissement. Maintenant, on va apprendre en fait tout simplement à acheter correctement un bien immobilier. Donc, ça passe par plusieurs choses. Acheter un bien immobilier, si je peux te donner des conseils, déjà la première étape, c'est savoir ce que tu achètes. Donc, comme je te disais, il ne faut pas trop te disperser. Définis ta stratégie en amont. Est-ce que tu veux aller sur un immeuble de rapport? Est-ce que tu veux aller sur un appartement, un local commercial ou un garage? Ça va dépendre de ta situation personnelle, ça va dépendre de ton taux d'endettement, ça va dépendre également de ta stratégie. Est-ce que tu veux devenir rentier? Est-ce que tu veux avoir un complément de revenu? Est-ce que tu veux te lancer sereinement sans trop te prendre la tête? Enfin bref, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte, donc là je ne vais pas te faire tout le détail. En gros, déjà, il faut si tu veux pas trop, voilà, on va dire, gérer ton bien, tu as également les garages qui peuvent être une bonne solution. Si tu veux devenir rentier et avoir énormément de cash flow, ça va être plutôt l'immeuble. Si tu veux avoir un petit complément de revenu, ça peut être un appartement. Après, ça dépend des stratégies aussi. On va le voir dans les autres étapes. Mais enfin bref, une fois que tu as choisi ton type de bien sur lequel tu vas t'orienter, ensuite, il va falloir tout simplement apprendre et connaître à repérer une bonne affaire. Donc, une bonne affaire, qu'est-ce que c'est? Déjà, je t'invite à aller aller visiter tous les sites d'annonces. Donc, par exemple, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici. C'est des sites où tu vas trouver le plus d'annonces immobilières. Va te balader un petit peu sur ces sites d'annonces, regarde un petit peu ton marché, choisis ton quartier, choisis une ville et observe un petit peu le marché de l'immobilier. Combien coûte un appartement au mètre carré? Combien coûte un garage? Combien coûte un immeuble de rapport si tu vas sur les immeubles de rapport? Regarde un petit peu les rentabilités et fais-toi un petit peu au prix. Fais-toi un petit peu, habitue en fait tes yeux, habitue ton esprit au marché que tu vises, en fait, tout simplement. Une fois que tu as fait ton œil à ça, commence à contacter des agences. Contacte des agences pour visiter des biens que tu trouves intéressants, qui sont un peu plus rentables que les autres, là où tu peux optimiser, là où tu peux faire des travaux, etc. Donc, commence après à aller sur le terrain. Va visiter, même si tu ne l'achètes pas, là, c'est pas le but. Habitue ton œil en fait au marché de l'immobilier local, sur la ville ou le quartier que tu as choisi, c'est ultra important. Une règle d'or, c'est toujours acheter en dessous du prix du marché. Donc, une fois que tu as fait tes recherches, après, tu as pas mal de sites comme Meilleur Agent. Bon, après, Meilleur Agent, c'est pas le meilleur, mais tu as Se Loger, par exemple, ils ont un outil qui est très bien fait, où tu peux repérer en fait les prix au mètre carré de certains secteurs, de certains quartiers et de certaines villes. Et du coup, tu vas pouvoir rapidement savoir à combien est évalué le bien au mètre carré dans ton secteur que tu recherches. Donc, visualise à combien est le prix au mètre carré dans ton secteur. Et si jamais tu trouves un bien qui est en dessous de ce prix du marché, repère-les, va les visiter, regarde pourquoi ils sont moins chers, est-ce qu'il faut les optimiser, est-ce qu'il faut faire des travaux, ou alors tout simplement, est-ce qu'il y a un gros problème dans ce bien? Parce que des fois, il y aura un gros problème, donc c'est pour ça qu'il n'est pas cher. Et des fois, c'est tout simplement des très bonnes affaires, donc il faut aller les visiter. Et si c'est en dessous du prix du marché, là, tu es sûr de faire une bonne affaire, parce qu'une bonne affaire, elle se fait toujours à l'achat. Il ne faut jamais partir il faut jamais acheter un bien immobilier sur un coup de cœur, parce qu'en général, ça va être au-dessus du prix du marché. Et là, tu es sûr que tu auras du mal à revendre et tu vas moins bien louer forcément. Donc, si tu achètes en dessous du prix du marché et ensuite que tu le loues bien, tu auras une rentabilité forcément qui sera beaucoup plus importante. Autre conseil très important quand tu passes à l'étape 2, donc l'étape de savoir repérer les bonnes affaires et trouver la bonne affaire, il faut absolument, comme je te disais, que tu ailles sur le terrain, va visiter des biens, même s'ils ne sont pas intéressants, mais tout simplement pour aller faire copain-copain avec les agences, avec les agents immobiliers, les réseaux de mandataires, etc. Même si on va voir après, il faut favoriser plutôt les vrais agents immobiliers plutôt que les réseaux mandataires. Parce que là, du coup, il va falloir que tu te crées en fait un énorme réseau dans l'immobilier. Il faut que tu te fasses connaître en tant qu'investisseur. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle au réseau off-market. Alors, qu'est-ce que le réseau off-market? En fait, tout simplement, au début, toi, pas trop le choix. Tu vas devoir faire tes recherches de biens immobiliers sur les sites d'annonces comme Le Bon Coin, Se Loger, etc. Mais ce n'est pas là que tu vas trouver les meilleures affaires. Ça arrive d'en trouver, mais il faut vraiment y être tous les jours. Il faut repérer à chaque fois les nouvelles annonces qui apparaissent et tout, mais des alertes. D'ailleurs, ça, très important, mets des alertes si tu sais exactement ce que tu recherches avec ton prix, etc. Mais le plus important, c'est de créer un réseau d'agents immobiliers qui vont en fait tout simplement t'appeler lorsqu'ils ont un bien qui rentre dans leur agence.
En fait, le réseau off-market, c'est un petit peu le réseau qui est réservé aux investisseurs. C'est tous les biens en fait qui arrivent dans les agences, qui ne sont pas encore mis sur les annonces. Et du coup, toi, en tant qu'investisseur, tu as un accès privilégié à ces portefeuilles, mais il faut en amont te faire connaître par les agents immobiliers pour qu'ils t'appellent et qu'ils puissent te proposer ces biens-là. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé énormément de biens. D'ailleurs, mes meilleures affaires, c'est comme ça que je les ai trouvées. C'est tout simplement, je me suis fait connaître en tant qu'investisseur dans un secteur que j'avais au préalablement sélectionné. Je savais ce que je voulais. Je leur ai dit que je recherchais ce type de bien à cet endroit-là. Et du coup, ils m'appelaient pour me dire, voilà, j'ai un bien qui vient de rentrer à l'instant dans ce secteur qui peut être intéressant pour vous. Donc, si vous voulez, venez le visiter et du coup, dites-moi s'il vous intéresse. Enfin bref, ça c'est le plus important. Crée-toi un réseau d'agents immobiliers de confiance. Fais-toi connaître en tant qu'investisseur, même si tu es débutant. Ne dis pas que tu es débutant, dis que tu es un investisseur et que tu recherches un bien et qu'il n'hésite pas à t'appeler si jamais il a un bien qui rentre dans son agence pour pouvoir ensuite le visiter en avant-première. Donc dans cette étape, ce qui va être extrêmement important, c'est également tout ce qui est calcul de rentabilité et projection, surtout sur ta situation personnelle. Quand tu vas acheter un bien immobilier, ça va impacter bien sûr ta situation personnelle parce que quand tu vas choisir en fait tout simplement comment tu vas être imposé avec tes revenus locatifs, parce que tout ce que tu vas gagner comme argent avec l'immobilier bien sûr sera imposé, donc du coup tu vas payer des impôts. Ça, je vais t'en parler dans la dernière étape de l'investissement immobilier. Mais en gros, quand tu achètes un bien, il faut absolument que tu saches combien il va te coûter en fiscalité, en imposition. Parce que si jamais tu ne prévois pas ça, tu vas te tirer une balle dans le pied et ça va être extrêmement dramatique si tu achètes et qu'ensuite tu penses à la fiscalité. Donc, chose très importante, c'est de pouvoir faire tout simplement une projection, savoir quel est le rendement de mon bien que je vais acheter, combien il va me rapporter et surtout combien il va me coûter en imposition et en charge. Alors ça, tu peux le faire grâce à des outils en ligne qu'on appelle les calculateurs de rendement locatif. Donc en fait, ces outils-là, ils sont là pour te faire tes calculs à ta place. Donc toi, tu vas rentrer en fait tous tes paramètres. Donc par exemple, le prix d'acquisition, tu vas rentrer le loyer que va te rapporter le bien, tu vas rentrer la taxe foncière, les charges de copropriété, enfin bref, tu vas rentrer énormément d'informations. Et du coup, ces sites-là ou ces applications-là vont te sortir tout simplement un simulateur de rendement locatif. Donc en gros, ils vont te dire, voilà, votre bien a une rentabilité de temps, il va y avoir tant de cash flow. Donc le cash flow, c'est en fait tout simplement ce que va te rapporter ton bien. Donc c'est tout simplement une soustraction entre les revenus et les charges. Et le cash flow, c'est ce qui reste en fait dans ta poche à la fin du processus revenu moins les charges. Et en gros, ça va calculer ton cash flow, ça va calculer ton imposition en fonction de ta situation personnelle. Donc ça, il existe énormément d'applications qui font ça sur Internet. Mais chez Phoenix, nous avons notre propre simulateur de rendement locatif qui s'appelle Ixio. Donc je te mets toutes les informations dans la description, comme ça tu pourras d'ailleurs télécharger l'application et l'utiliser sans modération, parce que du coup tu vas pouvoir faire toutes tes projections de rendement locatif, tu vas pouvoir faire des simulations sur ta fiscalité et tu vas pouvoir en un clin d'œil, au lieu de t'embêter avec des fichiers Excel, là tu as en un clin d'œil tous les calculs qui seront faits pour toi et comme ça en un coup d'œil tu pourras voir si tel bien est intéressant, tu pourras comparer les régimes fiscaux, tu pourras comparer les investissements entre eux. Enfin bref, tu auras énormément d'outils à ta disposition. Donc, utilise-le sans modération pour faire tes projections de rendement locatif. Donc pour conclure sur cette deuxième étape de l'investisseur immobilier, je vais te donner du coup une erreur qui est souvent faite par les débutants, c'est de ne pas savoir voir les opportunités. En fait, quand on est débutant, malheureusement, on a des œillères, en fait, on n'arrive pas à repérer comment optimiser un bien, on ne sait pas voir les opportunités qu'il y a derrière. Donc ça, c'est l'erreur de débutant. Après, quand on apprend les bonnes stratégies, qu'on apprend comment on peut optimiser et aménager un bien, c'est là qu'on peut se créer des opportunités. Donc, attention à ne pas uniquement te focaliser sur ce que tu vois. Il faut également que tu sois imaginatif, il faut que tu sois créatif. Parce qu'un investisseur, c'est ça aussi, c'est que quand tu rentres dans un bien, il faut que tu imagines comment disposer les espaces, comment optimiser. Est-ce que je peux faire de la location courte durée parce que le secteur s'y prête? Enfin bref, tu vois, il y a plein de questions que tu peux te poser. Il faut absolument que tu sois créatif pour te créer une opportunité. Quand tu achètes un bien immobilier, l'affaire immobilière est rarement rentable telle qu'elle en fait. C'est à toi de créer l'affaire rentable. Donc ça, retiens-le bien quand tu es investisseur immobilier, toujours créer une bonne affaire. Elle est rarement livrée comme ça, déjà toute prête. C'est à toi de créer la bonne affaire. Alors maintenant, on passe à l'étape 3. Donc on va définir en fait toutes les modes d'exploitation et toutes les stratégies que tu peux faire dans l'immobilier. Donc là, on a préparé dans l'étape 1 tout notre environnement, donc tout ce qui est financement bancaire, notre situation personnelle. On a préparé également les chiffres sur notre investissement. Dans l'étape 2, on est allé sur le terrain, on a détecté la bonne affaire grâce au simulateur de rendement locatif, grâce à des projections, on allait regarder le prix au mètre carré. On a trouvé la bonne affaire grâce par exemple au réseau off-market dont je te parlais. Et maintenant, on est dans l'étape 3. Donc l'étape 3, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comment je vais
utiliser mon bien pour pouvoir tout simplement l'utiliser, l'aménager ou alors le mettre en location. Tu vas voir, il existe énormément de stratégies que tu peux faire dans l'immobilier, donc je vais te les citer rapidement. Par exemple, tu peux faire de la colocation, donc ça veut dire que tu as plusieurs chambres dans ton logement et du coup tu mets en location chaque chambre pour des locataires différents et du coup chacun va payer son loyer dans chaque chambre. Donc là, ça permet de rentabiliser également ton appartement si jamais tu es dans une ville étudiante, si tu es dans une ville où il y a beaucoup de jeunes actifs avec beaucoup de turnover, tu peux faire de la colocation, surtout si tu as acheté par exemple un grand appartement, un T4, un T5, là ça peut être intéressant de faire cette stratégie. Donc la stratégie la plus répandue, en fait celle que tout le monde utilise, c'est la location longue durée, donc c'est les fameux baux de 1 an ou de 3 ans si tu es en location meublée ou en location nue. Et donc en fait, ce type de location, c'est tout simplement de la longue durée, donc ça va être une famille ou quelqu'un qui va rester sur le long terme. Donc en général, cette stratégie, c'est pas la plus rentable parce que forcément, tu auras un locataire à l'année, donc il va payer moins cher ses loyers, etc. Mais par contre, c'est le type de location que préfère la banque. Donc en fait, quand tu présentes un projet immobilier en disant que tu fais de la longue durée, en général, la banque aime bien parce que c'est des revenus stables. La banque, elle adore les revenus stables, elle adore tout ce qui est sécuritaire. Donc même si tu lui présentes un projet ultra rentable que tu fais en courte durée qui crache énormément d'argent, la banque, elle va toujours se focaliser sur la location longue durée parce que elle, c'est ce qui la rassure. Donc petit tips, même si tu prévois un autre type de stratégie qui est très rentable, privilégie toujours de présenter ton projet en location longue durée et après tu peux faire bien sûr ce que tu veux. J'en ai parlé rapidement, mais tu as également un autre type de stratégie que tu peux faire, c'est la location courte durée ou la location Airbnb. Donc ça s'y prête très très bien si jamais tu as un appartement ou une maison ou quelque chose, un type de bien en fait tout simplement qui est dans un endroit stratégique, un endroit qui est très touristique ou un endroit par exemple tu es au bord de la mer ou tu es dans une ville qui est très visitée par exemple l'été ou l'hiver si jamais tu es en montagne, etc. Ça, c'est une stratégie qui est ultra rentable, donc ça va te générer énormément d'argent. Donc ça peut être également une possibilité pour démarrer dans l'immobilier. Par exemple, aménager un studio, un petit appartement et le louer sur les plateformes Airbnb, faire de la courte durée. Ça peut te rapporter énormément d'argent. Après, comme je l'ai dit juste avant, les banques préfèrent les locations longue durée. Donc ce que tu peux faire, c'est présenter un projet courte durée en longue durée, même si c'est moins rentable. Comme ça, fais-toi financer. Et ensuite, tu peux le passer bien sûr en courte durée. Et puis après, une fois que tu as les revenus qui rentrent sur ton compte bancaire, ensuite la banque va refaire un calcul de ton taux d'endettement, etc. Donc là, elle verra que ça tourne bien et elle va te faire confiance pour d'autres investissements. Après, il existe plusieurs stratégies dans l'investissement immobilier. Donc là, je te l'ai déjà dit au début de la vidéo, tu as plusieurs types de biens. Donc tu as les immeubles de rapport, tu as les locaux commerciaux, tu as les appartements et les garages. Donc c'est les différents types de biens qui existent. Après, les différentes stratégies, tu peux les appliquer à différents types de biens. Par exemple, l'immeuble de rapport, tu peux faire de la courte durée avec de la longue durée. Enfin bref, tu peux mixer les choses. Même dans les immeubles de rapport, ce qui est intéressant dans cette stratégie-là, donc d'acquérir des immeubles de rapport. Donc pour toi qui es débutant, un immeuble de rapport, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bien immobilier où il y a plusieurs lots à l'intérieur. Donc plusieurs lots, ça peut être par exemple des appartements, des locaux commerciaux, des garages. Enfin bref, en fait, tu peux mélanger les types de biens dans un seul même bien immobilier, en fait, tout simplement. Alors qu'un appartement, généralement, il est dans une copropriété. Parce que du coup, tu as plein de propriétaires dans le même immeuble. Et l'immeuble de rapport, c'est toi le propriétaire, tu es le seul et unique propriétaire de tous les lots qui sont à l'intérieur. Donc en général, quand on est débutant en immobilier, quand on parle d'immeubles, on a l'impression qu'on parle d'immeubles de rapport qui font 10 lots, 20 lots, 30 lots. C'est pas du tout le cas, tu as des immeubles qui existent avec 2 lots par exemple, un appartement et un local commercial. Des fois, tu as des garages avec des appartements, enfin bref, tu as plusieurs mix possibles. Donc la stratégie de l'immeuble de rapport, elle est vraiment intéressante si tu souhaites te diversifier dans un premier temps très rapidement. Et en plus, tu peux diluer ton risque. Parce que si jamais tu as un impayé, un bien que tu es en train de rénover et que du coup tu n'as pas de revenus sur ce bien-là, tu as toujours d'autres lots qui sont eux loués et qui te rapportent de l'argent. Donc pareil, ça te permet de diluer le risque et surtout de pouvoir avoir plusieurs types de biens immobiliers en un seul. Par exemple, moi j'ai plusieurs immeubles de rapport dans une ville où j'ai plusieurs lots différents. J'ai par exemple un immeuble où j'ai un local commercial, un garage et 2 appartements. Donc en fait, ça te permet de mixer les types de stratégies et tu as même des immeubles, d'ailleurs nous c'est ce qu'on fait également avec Antonin parce qu'on a un bien comme ça, où on fait en fait du Airbnb par exemple dans le dernier étage, donc c'est une sorte de loft de 90 mètres carrés qui permet de faire de l'exploitation courte durée. Donc ça c'est intéressant parce que du coup tu as un bien qui peut te rentabiliser tout ton investissement et ensuite tous les autres lots sont loués du coup en longue durée et il y a même un local commercial. Donc bref, tu vois, ça permet de mixer toutes les stratégies et du coup d'optimiser, etc. Ensuite, tu as la stratégie des garages ou des parkings. Alors les garages ou les parkings, ils sont très accessibles, c'est pas très cher, tu peux les financer assez facilement. Mais après, c'est pas forcément très intéressant, il y aura un petit cash flow, tu n'auras pas trop de flux de trésorerie.
allez, à tout casser, ils peuvent te rapporter 50, 60 euros de plus par mois. Donc voilà, c'est pas énorme, c'est pas une stratégie qui te permet d'être rentier par exemple, mais c'est une petite stratégie qui te permet de mettre un pied à l'étrier dans l'immobilier. Tu peux même faire un petit peu de plus-value, tu peux optimiser. Par exemple, si tu as une place de parking, tu peux très bien la découper et en faire plusieurs places pour parking, par exemple pour des motos ou des deux roues. Donc ça peut être intéressant également pour optimiser et booster ta rentabilité. Après, c'est pas la meilleure stratégie, mais si jamais tu veux démarrer tranquillement, les garages, ça peut être un bon moyen de le faire. Ensuite, tu as bien sûr les appartements. Donc les appartements, tu peux faire, comme on a vu du coup, de la longue durée, tu peux faire de la courte durée, tu peux également faire de la colocation. Tout dépend du secteur. Tout dépend de ta stratégie et tout dépend aussi de l'aménagement de ton appartement. Par exemple, sur un T2, tu ne pourras pas faire de colocation. Enfin, ça va de soi, mais bon, voilà, tu vois, ça dépend vraiment de ta stratégie. Et si jamais tu es dans un quartier populaire, tu ne vas pas faire de la courte durée parce que du coup, tu vas faire fuir les potentiels touristes et tout ça. Donc voilà, il faut vraiment bien choisir son secteur en fonction de ta stratégie. Ça, c'est très important. Et une fois que tu as mis au point ta stratégie, ensuite, va vers ton secteur qui est le plus privilégié, qui est le plus à même de pouvoir délivrer ce que tu veux délivrer pour tes locataires. Ça, c'est très important. Et aussi, on va parler un petit peu d'une stratégie qui est un petit peu méconnue. Alors ça, c'est très intéressant pour toi si tu démarres dans l'immobilier. Si aujourd'hui tu es locataire, ce tips-là, vraiment applique-le parce que vraiment, ça peut te débloquer ta situation. Donc, pour faire simple, si tu débutes dans l'immobilier aujourd'hui, que tu es encore locataire, souvent, on nous pose la question, est-ce que j'achète ma résidence principale, donc la maison ou l'appartement dans lequel je vais vivre toute l'année, avant d'investir dans de l'immobilier locatif? Alors, moi, je vais te dire ce que j'ai fait parce que ça a fonctionné pour moi et ça a fonctionné pour beaucoup de monde. Et d'ailleurs, c'est une stratégie que tu peux appliquer dès aujourd'hui dans l'investissement immobilier. Si tu démarres et que tu es encore locataire aujourd'hui, c'est le top du top. En fait, quand tu es locataire, tu restes un prospect pour la banque et du coup, la banque considère que tu n'as pas encore acheté la maison ou l'appartement dans lequel tu vas vivre. Donc ça, c'est extrêmement puissant parce que ce que tu peux faire, donc petit tips, petit conseil pour du coup tous les investisseurs qui veulent se lancer, qui sont encore locataires. D'ailleurs, éternel locataire, moi je le suis encore aujourd'hui. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu présentes à la banque ton projet immobilier comme l'achat de ta résidence principale, donc l'achat de ton appartement ou de la maison dans laquelle tu vas vivre. Après, il faut que ça concorde avec ta situation. Si tu achètes à 2 heures de chez toi, si tu achètes à 2 heures de ton lieu de travail, ce sera, voilà, c'est pas raccord au niveau de l'histoire que tu vas faire à la banque. Mais par contre, si tu achètes à côté de ton lieu de travail, que tu peux l'expliquer via une histoire, etc., présente ton projet comme une résidence principale. Alors ne t'en fais pas, la banque, elle va pas venir te taper sur les doigts, elle va pas venir te gronder si jamais tu fais du locatif derrière alors que tu étais censé vivre dans le bien. Ça, je peux te le dire, il n'y a aucun problème avec ça, tu fais ce que tu veux de ton bien une fois qu'il est financé. En plus, ça te permet d'avoir un meilleur accès au financement parce qu'en fait, ce que fait la banque, si jamais tu achètes de l'investissement locatif alors que tu es locataire, elle va considérer ta charge locataire comme une charge, donc du coup, elle va le retirer de ton taux d'endettement, souviens-toi, et du coup, ça peut te brider, ça peut te bloquer au niveau du financement. Alors que si tu dis que tu achètes ta résidence principale, ce que va faire la banque, même si tu es locataire, elle va retirer ta charge locataire parce qu'elle va considérer que lorsque tu auras acheté ton bien, du coup, ta charge locataire sera inexistante, elle n'existera plus, donc elle va faire tout simplement une projection en considérant que tu n'auras plus cette charge locataire. Donc ça va venir diminuer ton taux d'endettement et du coup, tu vas pouvoir acheter ton bien immobilier, même si c'est du locatif. Donc voilà, si tu es locataire aujourd'hui, présente ton projet de cette manière-là et ça va pouvoir débloquer bien des situations. Donc avant de passer à la dernière étape de l'investissement immobilier, je vais te présenter du coup les 2 grosses erreurs qui sont le plus souvent faites donc à cette étape-là. En général, c'est ne pas sécuriser, ne pas automatiser son bien immobilier. Donc en fait, une fois que tu as acheté ton bien, il faut absolument que tu automatises et que tu te sécurises. Donc en ayant par exemple de l'épargne de précaution si jamais tu dois faire des travaux, si jamais tu as un turnover locatif, etc. C'est important que tu aies une petite trésorerie. Donc en général, prévois 6 mois, 1 an de loyer, c'est plutôt pas mal, comme ça te permet d'anticiper si jamais il y a un problème. Et ensuite, une grosse erreur également, c'est de ne pas préparer sa situation avant d'investir et ne pas préparer sa stratégie, ne pas préparer ses chiffres. Ça, c'est très important que tu le fasses en amont avant de choisir, du coup, tout simplement de choisir ton type de bien et de choisir ta fiscalité. Avant d'aller plus loin, il faut absolument que tu saches où est-ce que tu vas. Donc, choisis d'abord ta stratégie, ensuite va vers le secteur qui t'intéresse et ensuite prépare ton dossier bancaire en conséquence en présentant les chiffres, en présentant l'histoire, etc. L'histoire est très importante quand tu vas voir le banquier. Il faut lui expliquer exactement ce que tu veux, il faut que tu lui présentes exactement les chiffres que va rapporter ton bien immobilier, par exemple. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, la plus grosse erreur que font les débutants, c'est d'aller voir le banquier en disant je crois que le bien va me rapporter tant, je crois qu'il va me coûter tant. Enfin bref, il faut absolument savoir ce que tu veux et ce que tu vas faire avec ce bien immobilier.
Quatrième et dernière étape de l'investisseur immobilier, c'est tout ce qui est la fiscalité. Donc aujourd'hui, je vais te faire une petite initiation sur la fiscalité et qu'est-ce que la fiscalité. Donc comme je te l'ai dit au début de la vidéo, en gros quand tu vas acheter de l'immobilier, ça va te générer de nouveaux revenus. Donc après, tout dépend ce que tu vas choisir comme régime fiscal, on va le voir dès maintenant. En fait, ces revenus locatifs vont être ajoutés à tes revenus professionnels ou personnels si tu es salarié ou alors si tu es indépendant. Et donc ces revenus-là seront également imposés. Donc après, tout dépend de ta tranche marginale d'imposition, donc la TMI. Et ensuite, une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir faire une projection sur ce que va te coûter réellement ton bien en imposition et en impôt. Donc, à savoir, en fiscalité, petite initiation, tu as en général deux grandes familles de régimes fiscaux. Tu as d'abord la location nue et tu as également la location meublée. Et dans ces deux types de location, ensuite, tu as plusieurs régimes fiscaux. Par exemple, en location nue, tu as le microfoncier et tu as également le régime réel. Donc après, tu vas voir la différence entre les deux. Tu en as un, il est très très simple, tu as juste une case à cocher quand tu déclares tes revenus. En gros, l'État, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un abattement de 30% de tous tes revenus immobiliers. Par exemple, tu gagnes 10 000 € par an grâce à ton bien locatif. Et du coup, l'État va considérer que tu n'en gagnes que 7 000 parce qu'il va considérer que tu as des charges, etc. Donc du coup, il va considérer que tu gagnes 7 000 et du coup, il va t'imposer sur ces 7 000 €. Et donc du coup, suivant ta tranche marginale d'imposition, si tu la connais d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais le barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais en gros, suivant tes revenus salariés, tu auras plusieurs pourcentages d'imposition. Donc tu as 11% par exemple, tu peux monter jusqu'à 30-45% suivant tes revenus. Mais par exemple, si tu as 30% de TMI, du coup, l'État va considérer sur ces 7 000 €, tu vas payer 7 000 € fois 30%. Donc tu vois, tu vas payer 30% de ces 7 000 € en imposition, plus après ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, donc 17,2. Donc au total, tu vas quasiment payer 50% d'impôts dans ce régime fiscal-là. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que la plupart des investisseurs immobiliers débutants ne connaissent rien en fiscalité et malheureusement, ils vont choisir le microfoncier et ils vont louer en nu. Et ça, c'est vraiment pas le plus intéressant. C'est ce qui est en général le moins intéressant. Et en fait, c'est là que tu vas perdre toute ta rentabilité parce qu'en fait, tu vas tout passer en imposition. Après, tu as un autre régime fiscal qui existe en location nue, qui est le régime réel. Le régime réel, ce qui est intéressant, c'est que toutes les charges afférentes au bien, tu vas pouvoir les déduire de tes revenus. Donc là, par exemple, sur les 10 000 € que tu gagnes par an, tu vas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, l'assurance emprunteur, tu vas pouvoir déduire les charges de copropriété et après tout ce qui est inhérent au bien, donc les travaux, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va venir réduire ton imposition et du coup, forcément, tu paieras moins d'impôts dessus. Et ensuite, il existe du coup la location meublée sur lequel tu peux faire la même chose. Tu as le régime micro, sauf que là, tu as un abattement qui est plus élevé. Donc déjà, rien que si tu loues ton appartement en meublé, tu as 50% d'abattement. Donc du coup, l'État va considérer que tu gagnes, par exemple, pour revenir toujours au même exemple, tu gagnes 10 000 € par an, abattement de 50%. Donc l'État va considérer que tu gagnes 5 000 € juste en louant en meublé. Donc tu vois déjà, avec la nuance entre le nu et le meublé, déjà tu peux gagner déjà 20% par rapport entre les deux. Ensuite, tu as également le régime réel qu'on appelle le LMNP. Donc le LMNP, c'est location meublée non professionnelle. Et dans cette catégorie-là, c'est un petit peu la niche fiscale qui existe encore, où tu peux faire également du coup tu peux déduire toutes tes charges, mais également tu peux déduire ce qu'on appelle les amortissements. Donc je ne sais pas si tu connais les amortissements, mais en gros, une entreprise, elle peut par exemple amortir un véhicule, par exemple de fonction qu'elle achète, etc., sur plusieurs années. Et dans cette catégorie-là, le LMNP, tu peux faire exactement pareil, mais avec le bien immobilier. Donc ton bien immobilier, s'il te coûte 100 000 €, voilà, je simplifie la chose, les 100 000 € d'achat de ton bien immobilier, tu vas pouvoir le diviser par exemple, en général c'est 25-30 ans, et du coup, ce montant-là sera déduit comptablement de tes revenus. Donc là, ça vient encore diminuer ton imposition, et même ça peut la réduire jusqu'à 0. Donc ça veut dire que sur certains régimes fiscaux, tu peux ne payer zéro impôt, en fait, tout simplement parce que tu auras tellement de charges déductibles que ça va te permettre de ne pas payer d'impôts alors que tu as de l'argent qui rentre sur ton compte. Donc ça, c'est assez magique. Donc je ne vais pas en faire, je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, c'est juste pour que tu comprennes que tu peux louer en nu, louer en meublé. Si tu dois retenir une seule chose en tant que débutant, c'est que les régimes fiscaux en meublé sont beaucoup plus intéressants que les régimes en nu, pour commencer dans l'immobilier en tout cas. Donc si je dois conclure sur cette dernière étape de l'investissement immobilier, c'est en tant que débutant, il faut surtout pas négliger l'imposition. Et la plus grosse erreur que font les débutants dans l'investissement immobilier, c'est de ne pas anticiper l'imposition. En général, on investit dans le bien immobilier et ensuite on regarde comment je vais le louer et à quel régime fiscal. Non, surtout pas.
il faut qu'en même temps que tu choisisses ton bien immobilier, tu choisisses ta stratégie et tu choisisses ton régime fiscal et que tu anticipes ton imposition. Donc ça, tu peux le faire avec notre simulateur de rendement locatif Ixio. Donc regarde les différents régimes fiscaux, regarde l'imposition la plus intéressante pour ton bien immobilier en fonction de ta situation et ensuite fais ton choix. Et après, ensuite, loue ton appartement de la bonne manière. Donc par exemple, si tu fais du meublé, il va falloir que tu respectes certaines conditions. Par exemple, il va falloir que tu mettes un certain nombre de meubles au minimum dans ton logement pour qu'ils soient considérés comme meublés. Donc ça, voilà, il va falloir le mettre en place et ça, c'est très important d'y penser dès le début. Donc avant de terminer cette vidéo sur comment investir dans l'immobilier en partant de zéro pour les débutants, je vais te parler un petit peu de ma stratégie en tant qu'investisseur immobilier et qu'est-ce qui m'a permis du coup d'accumuler une vingtaine de biens en moins de 2 ans. Donc moi, ma stratégie en fait, ça a été très simple. Ma stratégie m'a permis tout simplement de remplacer mon salaire grâce à l'immobilier très rapidement en un seul bien immobilier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi moi dans un immeuble de rapport et cet immeuble de rapport, en fait, je l'ai tellement bien acheté. Donc je te disais déjà, acheter en dessous du prix du marché. Du coup, c'est la première chose que j'ai faite. Donc, pour donner une idée, cet immeuble-là, je l'ai acheté à 200 € le mètre carré, alors que le secteur en vaut 1200. Donc déjà, tu te rends compte de la différence qu'il existait. Bon, après, il y avait plein de problèmes. Il fallait optimiser, il fallait aménager, il y avait de gros travaux à faire. Donc là, il faut accepter de prendre quelques risques sur les travaux. Mais je te l'ai dit, ce n'est pas un problème si tu es bien entouré. Et donc, cet immeuble-là, je l'ai acheté tellement peu cher que j'ai pu faire une belle rénovation. Donc aujourd'hui, cet immeuble de rapport est terminé. Et donc, il me rapporte aujourd'hui plus de 2000 € par mois. Donc, ce n'est pas du cash flow, c'est des revenus locatifs qui me sont rapportés, qui sont directement sur mon compte bancaire. Et ensuite, de ces 2000 € là, je retire mes charges, etc. Et du coup, j'arrive à un cash flow de 1200 € par mois. Donc, en fait, tout simplement, ça me permet de quasiment compenser mon ancien salaire dans la fonction publique. Donc, du coup, c'est juste pour te montrer qu'en un seul bien immobilier, avec le cash flow que ça peut générer, tu peux quasiment remplacer ton salaire en une seule opération. Et cette opération, elle est accessible à tous parce que du coup, moi, j'ai emprunté sur cette opération 180 000 €. Donc tu vois, c'est pas non plus une somme énorme, mais ça m'a permis de faire cet investissement-là. Donc en fait, j'ai 3 appartements plus un garage et du coup, ce projet-là, je l'avais présenté en tant que résidence principale à la banque, comme je te l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que j'allais habiter un des lots de l'immeuble, donc le dernier étage, et qu'ensuite, les 2 logements plus le garage allaient me financer du coup ma résidence principale dans cet immeuble. Donc cette stratégie-là, ça m'a permis tout simplement de pouvoir, en un seul bien immobilier, de quasiment remplacer mon salaire. Et ensuite, avec d'autres appartements que j'avais achetés juste avant, donc j'ai fait un petit peu de colocation. Aujourd'hui, je fais un petit peu de courte durée également. Le global de tous ces investissements-là, ça te permet tout simplement de générer un revenu qui peut facilement remplacer ton salaire. Donc en fait, ce qu'on pense de l'immobilier en général, c'est qu'il faut acheter des dizaines et des dizaines d'appartements avant de remplacer son salaire. Alors oui, si on le fait de la mauvaise manière, si on le fait comme tout le monde, entre guillemets, qu'on achète dans le neuf, qu'on ne regarde pas la rentabilité, qu'on n'optimise pas, ça oui, il faut énormément de biens immobiliers. Par contre, en une seule opération, comme je te l'ai montré avec cet immeuble, d'ailleurs je te ferai passer des vidéos de ce bien-là pour que tu te rends compte un petit peu de la rénovation qui a été faite, etc. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo, donc tu pourras la voir sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, on te la mettra dans la description de la vidéo, comme ça tu pourras regarder un petit peu le projet où je montre les chiffres, je montre les appartements, etc. Donc cette stratégie-là, donc l'immeuble de rapport peut être intéressante pour toi si tu veux devenir rentier et que tu veux remplacer ton salaire. Après, si tu veux générer un complément de revenus, tu peux faire comme j'ai fait moi au tout début. J'avais investi dans un appartement, dans un quartier populaire que j'ai mis en colocation et du coup ça m'a permis de booster la rentabilité et de faire un petit complément de revenus de 600 € par mois de cash flow. Alors quand je parle de cash flow, c'est vraiment les charges déduites, l'impôt déduit et également la mensualité de crédit déduite, enfin toutes les charges afférentes au bien. Le cash flow, c'est vraiment ce qui me reste dans ma poche. Donc c'est le cash flow net, donc c'est celui après impôt avec toutes les charges déduites. Donc tu vois, en fait, avec une bonne opération, une opération bien menée, tu peux très rapidement remplacer ton salaire ou alors tes anciens revenus par l'immobilier. Donc c'est pour ça, il ne faut vraiment pas avoir d'a priori là-dessus. Il faut juste bien faire les choses correctement, trouver la bonne affaire, bien l'optimiser, bien anticiper sa fiscalité comme je te l'ai dit. Donc n'hésite pas encore à utiliser notre application Ixio pour le calcul de tes rendements locatifs. Pense à bien faire tes calculs en amont, à bien préparer ta situation et tu seras un investisseur qui sera plus performant que 99% des autres investisseurs. Donc pour conclure sur cette vidéo, je voulais te souhaiter bon courage pour ton parcours d'investisseur immobilier. Si tu as la moindre question, tu as les commentaires sous cette vidéo. On répondra vraiment à tous les commentaires, donc vraiment pose toutes tes questions, que ce soit sur ta situation personnelle, que ce soit sur ce que j'ai dit dans la vidéo. Si tu souhaites qu'on aille plus loin sur un sujet, il n'y a pas de problème, je t'en ferai une nouvelle vidéo.
En tout cas, n'hésite pas à aller voir la chaîne YouTube parce qu'on met également beaucoup de projets immobiliers en images. Donc va voir, on présente tous nos projets immobiliers. Donc ça te permet également de te plonger un petit peu sur le terrain, d'avoir des chiffres, d'avoir des exemples de ce qu'on fait, etc. Donc voilà, et puis ça peut t'aider à passer à l'action, c'est vraiment le top. Donc je te souhaite énormément de courage, n'hésite pas à nous écrire si tu as la moindre question, si tu veux qu'on aille plus loin sur un sujet. En tout cas, bon courage à toi, bon investissement et je te dis à très vite dans de nouvelles vidéos.